Les gars, la semaine dernière, on était chez TikTok. On Yes. avait pu avoir une conférence du coup en avant-première sur les nouveautés, sur la vision de TikTok. Et ce qui était très très cool, c'est que TikTok était raccord avec nous. Donc il y a une personne de chez TikTok à Dublin qui est venue nous présenter tout ça. Et Yes. je me suis bien reconnu là-dedans. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, les gars Yes. Ligne. Déjà, je sais pas si TikTok nous écoute, mais bravo à eux pour l'effort et l'intensité qu'ils mettent dans leur partenariat agence. Parce que tu l'as dit, c'était un événement. Et c'était un événement focus agence, il n'y avait pas d'annonceur, donc c'était vraiment agence partenaire et tout. Et pas que des agences parisiennes, donc c'était cool aussi de voir qu'ils font un effort et qu'ils essayent de sortir un peu de Paris pour nouer des relations privilégiées avec les agences en région. On a été super bien reçus. Et effectivement, comme tu le disais, c'était assez éclairant, je trouve, parce que nous, il y a plein de choses qu'on observait sans forcément avoir les statistiques ou les chiffres, sans forcément avoir les statistiques ou les chiffres de la plateforme pour confirmer, entre guillemets, ce qu'on pouvait constater au niveau des stats. Et là, en l'occurrence, on a eu la confirmation qu'il y avait pas mal de choses qui étaient avérées. Peut-être je peux commencer par ça, parce que ça aide un peu à resituer... Moi, j'ai oublié. ça aide un peu à resituer TikTok en France aujourd'hui. Dans les chiffres qui, moi, m'ont marqué, 30 millions d'utilisateurs actifs par mois en France, donc c'est-à-dire la moitié de la population française sur TikTok. On avait un chiffre autour du fait qu'il y avait 73% des utilisateurs actifs qui ont plus de 25 ans. Tu confirmes, Ben? Ce qui est énorme. Confirme. Et après aussi pas mal de chiffres intéressants sur l'acte d'achat. Donc 56% des utilisateurs qui déclarent aller se renseigner sur TikTok avant d'acheter un produit. Et je crois 52% qui achètent un produit depuis la plateforme. Tu confirmes, Ben? Je confirme. C'est fatigant. Et surtout une grosse hausse donc, du nombre d'utilisateurs au cours des 18 derniers mois et du nombre de vidéos publiées. Ça, c'est une stat qui est importante aussi, que le nombre de vidéos publiées sur les réseaux sont en hausse. Et la dernière stat que je pourrais peut-être donner, et qui était intéressante aussi, parce que ça fait partie des questions que nous posent nos clients, c'est, on va dire, un overlap, un chevauchement relatif entre les audiences des différents réseaux, puisque sur les utilisateurs interrogés, il y en a 21% d'entre eux qui disaient, par exemple, ne pas être présents sur Instagram au cours du même moment, sur la même période. Donc, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a quand même 20% des 30 millions d'utilisateurs, potentiellement, qui sont pas sur Instagram en parallèle. Donc, ça conforte, en tout cas, ça appuie le fait de se dire, si on peut se le permettre, c'est bien d'être présent sur les différents réseaux. Donc, ça, c'était un peu les stats fortes qui, moi, m'avaient marqué quand on les avait rencontrés. Et après, il y avait pas mal d'éléments. Je pense qu'on pourra revenir dans une deuxième partie sur les nouveautés 2025 et l'ambition de TikTok, qui est très focus, on va dire, shop, e-commerce, etc. Mais peut-être sur la philosophie, on va dire sur l'ADN de la plateforme et ce que ça veut dire pour les marques, il y avait des éléments qui étaient intéressants aussi. Peut-être le premier, c'était... la slide qui nous avait projeté sur la différence entre activation ponctuelle et brand building. Ouais. Et peut-être, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Ouais. Donc Glenn n'a pas envie aujourd'hui. Hein. Non. J'avoue que j'étais fatigué. Après, moi, ce que j'ai retenu au-delà de cet élément, je pense, sur lequel on pourra revenir, c'était aussi le côté... On veut un pourcentage. On veut un pourcentage. Non, moi j'avais que le 73% en tête que je garde, qu'il y a 73% des gens qui ont plus de 25 ans sur la plateforme, sur les 30 millions aussi. Ce que j'aime bien, moi, c'est surtout le passage sur cette notion d'algorithme et de recommandation. C'est-à-dire que TikTok n'est pas un réseau social, c'est une plateforme de divertissement, au même titre que Netflix, que YouTube. Et vraiment, ça fait évoluer aussi notre façon de voir les choses, ou en tout cas, soit évoluer, soit aussi complémentaire avec notre façon de voir les choses, qui est de tout centrer sur le contenu, et qu'en fait, si tu as le bon contenu, il devrait être recommandé à la bonne personne, et tu devrais être en capacité d'engager. Et moi, c'est surtout ça que je retiens, de se dire... souvent on échange avec d'autres agences, d'autres marques, et des fois on a l'impression un peu d'être des ovnis dans cette notion de récurrence, de tout focus sur le contenu, que le contenu défonce tout. Et en fait, quand on échangeait avec eux, en fait, tout était lié à ça. Et donc, nous, ça nous a aussi renforcé, je trouve, dans notre conviction de dire... faisons un contenu qui plaît à notre audience, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, moi, ça m'a frappé aussi quand il disait qu'il ne se définissait pas comme un réseau social, mais comme une plateforme de contenu et de divertissement. Et si mes souvenirs sont bons, la phrase exacte, c'était recherche, découverte et divertissement. Je pense que c'est une précision qui est importante, parce que ça montre aussi comment ils construisent le réseau.
Ça fait longtemps qu'on en parle, du fait que, notamment chez les jeunes, TikTok a remplacé Google. Quand ils ont besoin de faire une recherche, ils vont spontanément plutôt rechercher sur TikTok plus que sur Google. Donc ça, c'est quelque chose qui se retranscrit aussi dans la manière dont la plateforme se définit. Et je pense que ça a un impact aussi sur les réflexions à avoir en termes de qu'est-ce que tu mets autour de ton contenu. Tu vois, comment tu écris ta description, tu vois, comment tu fais pour optimiser aussi ton contenu pour la découvrabilité. Pour moi, il y a les deux leviers un peu, c'est la recommandation et la découvrabilité. La recommandation, c'est très lié à comment je crée du contenu qui correspond aux habitudes de visionnage de l'audience cible que je cherche à toucher, puisque donc il nous expliquait un peu le fonctionnement de l'algorithme, mais en gros, c'est sur la base de l'historique de visionnage et des interactions des contenus avec lesquels tu as interagi par le passé, ils vont établir un profil. Et après, ils vont créer des clusters dans lesquels ils regroupent les profils similaires. Ils vont pousser un contenu à une personne de ce cluster, et si le contenu plaît à cette personne-là, ils vont le pousser aux autres membres du cluster. Donc tu as vraiment cette logique de profil d'utilisateur, habitude de consommation et recommandation auprès de clusters d'utilisateurs identifiés, quoi. Et donc, ce qui était intéressant là-dedans, ce que je trouvais, c'était que un Insta est très focus sur tes contacts, tes amis, les personnes que tu suis, alors que du coup TikTok est beaucoup plutôt sur l'usage et les contenus que tu consommes. Et c'est pour ça aussi que du coup des fois on a du mal à comprendre pourquoi un créateur il a un de ses contenus qui popait de manière très forte, mais le reste pas du tout. C'est juste parce que en fait, c'était un contenu dans un format spécifique. C'est comme il ne refaisait plus ce format-là. Bah, finalement, ces autres contenus n'étaient pas considérés comme identiques, donc ils n'étaient pas présentés au même cluster de personnes. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on mettait en place, c'est ce qu'on dit à nos clients et qu'on répète en disant vous avez un format phare, faites peu de formats différents, etc. Misez là-dessus, etc. Et presque un côté, si votre contenu est bon et qu'un jour il va être publié et partagé du coup face à plus de personnes, tous les autres vont exploser aussi. Et je pense qu'il y a vraiment une croyance. Moi, je l'ai vu un peu quand il en parlait, il disait soyez fiers de ce que vous faites, croyez en ce que vous proposez, etc. Et derrière, les contenus vont marcher. Si vous mettez les bonnes intentions, et tu le disais avec le côté recherche, divertissement, etc., le faites pas pour les mauvaises raisons. Parce que en fait, TikTok ne fonctionne pas comme un Insta ou un Facebook. C'est pas juste lié avec ta communauté, etc. C'est par rapport à est-ce que tu vas être utile, est-ce que tu vas apporter quelque chose de plus à ta communauté. Et maintenant que j'y pense, quand tu le dis comme ça, une des raisons qui fait que pour moi, il y a peut-être aussi pas trop d'overlap, enfin en tout cas un chevauchement relatif entre les audiences qui sont présentes sur Instagram et sur TikTok, c'est les différences d'utilisation. Parce qu'en fait, ils l'expliquaient eux-mêmes, ils disaient bien que effectivement les autres réseaux sociaux, donc notamment Meta, LinkedIn, etc., ils sont sur une logique de social graph, donc tes connexions, tes abonnements, là où eux sont sur une logique d'interest graph. Et on voit aussi d'ailleurs qu'à un moment, Instagram a essayé de rentrer dans cette logique d'interest graph aussi, et que l'audience a vachement pushback quand même. Tu vois, toute la campagne Make Instagram Great Again, tu vois, ou un truc comme ça. Là. Je pense que TikTok influence le monde. Ouais, mais tu vois, je pense que Instagram, pour moi, ils ont un peu fait machine arrière, dans le sens où ils l'ont gardé, mais de manière très localisée. Sur ta page Explorer, dans ton feed Reels, où potentiellement tu vas popper des trucs de personnes dont tu n'es pas abonné. Mais je pense que si tu vas sur ton fil d'actualité principal, il y a beaucoup moins de suggestions que ce qu'il y a pu y avoir à une époque. Tu vois quand même pas mal les contenus des gens auxquels tu es abonné, etc. Tu vois. Et même à l'usage. Tu gardes un usage un peu des deux, je trouve, sur Insta. Ouais, mais tu vois, par exemple, sur Insta, il y a un côté où tu suis. Il y a des gens qui suivent des marques et des célébrités et leurs potes, mais ils créent pas de contenu, tu vois. Sur TikTok, il y a ce truc très j'ai un compte et je veux être diverti, etc. Mais ils sont pas là pour créer du lien avec des personnes, etc. Il y a beaucoup moins ce côté social qui est mis en avant, et on est plus dans une logique où la personne qui va laisser un commentaire, elle veut se mettre en avant, et il y a un peu un côté à la Twitter, etc. aussi qui est valorisé. Et moi, ça m'a marqué dans sa façon d'amener les choses. Du coup, d'expliquer en disant qu'il y avait une ère qui était avant, qui était celle où on veut créer du lien social, etc. Là, on est dans la recommandation. Et en fait, quand il se comparait, tu le disais tout à l'heure, à Netflix, il disait tout est fonctionnement, même chose, c'est avec de l'A/B testing, des miniatures différentes, etc. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que TikTok se considère comme une plateforme, comme un Netflix, comme YouTube, etc. Et leur objectif, c'est que nous, on consomme, qu'on passe le plus de temps dessus. Et du coup, ils essaient de nous comprendre. Ou un Insta, ils pensent nous connaître avec nos goûts, avec nos amis, les gens qu'on suit, etc. Ils veulent nous faire plaisir. Je pense que TikTok est plutôt dans un aspect de se dire attends, on va te faire découvrir des trucs que t'aurais jamais été par toi-même, etc. Et en fait, on va te faire kiffer, on va te faire rester sur cette plateforme-là, parce que potentiellement, ailleurs, tu l'auras pas. Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a un petit côté, je pense, très très smart sur TikTok. Et moi, je suis le premier à me perdre dessus, à regarder des tutos pour monter des poulaillers là en ce moment. Et j'ai pas de poule. Je vais t'offrir des poules. Et Bonjour. un truc que je trouvais intéressant aussi quand ils ont communiqué sur. À un moment, ils nous ont fait un focus sur 3-4 verticales. Et tous les trois, je pense qu'on s'attendait à entendre parler d'influence. Micro-influence, etc. J'étais étonné de pas entendre ce mot. Voilà. Et justement, c'est la réflexion qu'on s'est fait tous les trois en sortant, où visiblement, dans leur position, ils sont plutôt à pousser les annonceurs à créer leur propre contenu plutôt qu'à capitaliser exclusivement sur l'influence pour être présent sur la plateforme. Même les 3 exemples qu'ils mettaient en avant, du coup, Duolingo, Ryanair et le dernier, je l'ai plus en tête. Je sais plus. Mais en gros, les marques qui valorisaient, c'était soit une marque qui avait une mascotte très forte, une autre qui mettait beaucoup en avant son produit, du coup, les avions et les services. Mais ils avaient une approche qui était placez votre marque de manière intelligente et astucieuse. Vous basez pas que sur des assets, etc. Et ils nous avaient fait du coup un lien avec du coup tout l'héritage qu'il pouvait avoir sur les publicités américaines, où les marques s'étaient construites sur des messages publicitaires qui étaient, on va dire, un peu plus à l'ancienne, mais moins directs. Et en fait, TikTok incite vraiment chaque marque à se créer son histoire, à créer son univers, etc. Et Duolingo est un bon exemple là-dessus. Pour qu'ils le mettent autant en avant en se disant c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on veut valoriser. Je trouvais ça très cool. Je trouve que ça fait du bien parce que justement, je pensais l'inverse. Parce que c'est vrai que les derniers échanges qu'on avait eu avec l'équipe TikTok France étaient très orientés influenceurs. Vous êtes une marque, vous voulez percer, faites appel des influenceurs. Mais je pense qu'il était lié au fait que les marques faisaient de la merde avant. C'est-à-dire, elles faisaient leur propre contenu, mais c'était mal fait. Donc autant prendre des créateurs qui fonctionnent. Et elles se rendent compte que maintenant, certaines marques arrivent quand même à prendre les codes. Et c'est peut-être plus pertinent que d'être dépendant de créateurs de contenu qui peuvent aller demain bosser pour Air France, si t'es Ryanair par exemple, facilement. Donc je trouvais ça hyper intéressant sur ce côté. Revenez au contenu, votre propre contenu, ne soyez pas dépendant des influenceurs. Et surtout cette notion de dire postez régulièrement, quoi, parce que cette notion de recommandation justement fait que des fois il y a des posts qui peuvent percer, d'autres où malheureusement on tombe un peu moins juste, et donc la recommandation fait que ça te pousse à une deuxième personne, mais elle n'a pas interagi comme il le faudrait, et donc ton contenu tombe un peu dans l'oubli entre guillemets. Donc ça reste une plateforme d'itération. Pour redonner un peu de contexte aussi sur qu'est-ce qui les poussait à mettre en avant ce que eux appellent le brand building, donc ce que nous on appelle le fil rouge, à savoir être présent au temps long avec des prises de parole régulières, etc., versus les activations ponctuelles en fonction des enjeux commerciaux ou des temps forts de l'année. Ils avaient un framework qui était que la décision d'achat elle est drivée par 2 forces. Je vais le faire en anglais parce que j'arrive pas à traduire là. Mais c'est en gros, si j'essaie de traduire, disponibilité mentale, ce que moi je traduis par la préférence de marque ou la mémorisation, tu vois, la présence à l'esprit de la marque. Donc eux, ils appellent ça la disponibilité mentale et la disponibilité physique. C'est-à-dire que je veux acheter une boîte de conserve. Parmi toutes les marques qui existent, laquelle est la première qui me vient à l'esprit? Dossier. Et après, il y a est-ce que là, maintenant, tout de suite, Dossier est à disposition dans le rayonnage dans lequel je me trouve, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc-là de à qui je pense en premier et qui j'ai sous les yeux au moment où je vais essayer d'acheter. Et en fait, ils expliquaient que ce travail sur ce que eux, donc encore une fois, appellent la disponibilité mentale, mais que moi, j'aurais plutôt tendance à traduire par préférence de marque, ça se fait au temps long. C'est un travail du quotidien et c'est comme ça que tu construis la confiance et la préférence chez le consommateur. Et ce que tu peux avoir beaucoup plus de mal à faire si tu es sur des activations ponctuelles, en particulier si elles sont drivées par des prétextes commerciaux, quoi. Exactement, il disait que c'était trop tard presque. Tu as envie de t'acheter une paire de baskets. C'est pas quand tu commences à avoir l'envie qu'il faut, parce que tu sais déjà quelle paire de baskets tu vas acheter. En fait, c'est comment tu fais ton lobbying avant pour que la personne, en fait, quand elle a envie d'acheter sa paire de baskets, elle veut. C'est évident, quoi. C'est Total 90. Vous êtes pour ou contre le retour des Total 90? Contre, complètement contre. J'en ai porté quand j'étais gamin, mais je suis contre. Ah ouais, okay. non, c'est tellement moche. J'ai hâte de te voir avec. J'ai vraiment hâte de te voir avec. Non, pas du tout. Et sinon, après, sur l'orientation 2025, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'ils mettent un gros coup d'accélérateur sur le shopping. Hein. TikTok Shop, avec pas mal de solutions pour essayer de driver de l'achat in-app, ce qui est hyper intéressant. Après, grosse ambition de se dire on veut concurrencer Amazon. Ouais, exactement. C'était quand même annoncé. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté.
Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'encore une fois, ils se démarquent de Meta. Meta, ils ont mis en place quelques trucs. Presque sur l'achat in-app, je trouve presque que Pinterest était presque plus avancé que Meta, tu vois. Notamment sur reconnaître les produits sur une image, être en capacité de proposer des liens d'achat et tout. Mais donc, gros focus sur le commerce, l'achat in-app à travers plusieurs portes d'entrée. Le live, l'équivalent du catalogue, j'ai plus le nom en tête, mais l'équivalent du catalogue sur TikTok. Donc il y avait quand même pas mal de nouveautés et ça se traduit aussi sur tout le travail sur les produits publicitaires qu'ils vont proposer aux annonceurs demain, qui est très orienté autour de ça. Et je trouvais l'interface était très très bien pensée. Comparé à un Meta, je trouve que des fois, c'est un peu laborieux et ça donne pas forcément envie de l'utilisateur d'y aller. Je trouvais que, en gros, Marketplace, c'était pas une réussite. mais il y a vraiment, quand on voit une vidéo avec un créateur typiquement qui porte un vêtement ou qui consomme une madeleine, etc. Il y a trop de placement de produits. Il y a du coup un petit bandeau qui apparaît en bas au moment du truc, et en fait derrière tu cliques dessus, tu as toutes les informations et tu n'as vraiment plus besoin d'avoir besoin typiquement l'expérience d'achat a l'air fluide, quoi. C'était vraiment hyper agréable, et quand ils l'ont montré, ils ont fait leur petite démo et j'étais creusé un peu plus, et je trouvais que l'utilisateur, pour une fois, t'avais pas le sentiment d'aller sur une autre site, etc. T'étais vraiment sur une expérience TikTok et tu pouvais revenir facilement à tes contenus. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu vois que l'ensemble des solutions et des outils qu'ils ont développés ces dernières années, Creator Marketplace, Symfony, etc., tout est en train de converger vers une suite d'outils intégrés, mais qui est très orienté justement sur le social selling, c'est pas le mot, mais social commerce, quoi, acheter sur le réseau directement. Et donc je sais pas si c'était volontaire au moment où ils ont développé les solutions, mais on voit que là, en tout cas, il y a un mouvement de rationalisation et d'aller se dire on va tout mettre sous le même toit, et on a développé une suite d'outils assez complète qui doivent permettre aux annonceurs d'aller booster leurs ventes vraiment dans l'application, quoi. Et avec des choses qu'ils avaient déjà créées, je trouve où ils étaient en avance, tu vois, sur la plateforme du GC, tous ces éléments-là. Et moi, je trouve que ça amène vraiment un peu à une maturité du réseau, là où ils étaient en retard sur le côté, même sur l'Ads, il y avait un peu moins de possibilités de géolocalisation ou autre. On sent qu'ils sont en train de rattraper leur retard. L'avantage qu'ils avaient, ils le gardent sur l'algo, etc. Et sur le retard qu'ils avaient en termes de shop ou autre, ils sont en train de le rattraper. Donc je me dis aussi pour les annonceurs, il y a une vraie opportunité en tout cas à tester. Il faudra qu'on le teste là sur nos marques e-commerce pour voir un peu le ROAS qu'on pourra avoir. C'est le mot fétiche de Ben. Lui demandez pas ce que ça veut dire, mais il l'aime bien. Et, tu veux que je le dise? Vas-y. Return of ad spend. Ouais, pas mal. Ah, juste le off peut-être. Ouais. On. Franchement, c'est 10 sur 10. Presque. Mais l'IA changera ça. Exactement. Mais en tout cas, ouais, je me dis que il y a une opportunité. Après, moi, c'est plus l'élément encore sur lequel je m'interroge, c'est la capacité pour une marque. Je trouve qu'il faut vraiment être costaud parce qu'on voit qu'on a un temps d'attention encore plus faible que sur les autres plateformes. On voit des fois les taux de rétention sont un peu plus faibles. Comment on fait pour nous faire vraiment les bons contenus pour qu'il y ait le meilleur taux de rétention? Et je trouve que réfléchir presque TikTok first, là où c'est le plus dur, devrait aussi nous amener, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres plateformes, à réussir à gagner en rétention. La seule limite que j'ai par rapport à ça, moi, la seule réserve que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que je trouve que les codes sont quand même encore assez différents. Ouais, mais alors c'est peut-être biaisé par la consommation de contenu que j'ai, tu vois, qui est bon, TikTok déjà j'y vais moins en moins parce que j'ai quand même un peu l'impression de perdre des points de QI à chaque fois que je passe 10 minutes sur la plateforme, mais et c'est pas un jugement quand je dis ça, c'est juste moi ça me laisse pas un peu quand même. Ça me laisse pas un goût ça me laisse pas un goût très agréable après. Et puis je vois le vortex, tu vois, je vois la capacité à scroller pendant 1 heure sur le truc, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des codes qui peuvent être assez différents de ce qu'on peut retrouver sur Instagram ou autre. Après, je pense que les créateurs de contenu sur TikTok sont un peu plus bourrins que sur Insta. Ouais. Il y a vraiment cette culture de j'ai une idée, j'ai tout en possession pour pouvoir la créer et la diffuser. Donc il y a eu beaucoup moins de réflexion autour de est-ce que ça va être quali, est-ce que ma communauté va apprécier, etc. On est plutôt dans un délire moi je teste, on verra. T'as moins ce côté communauté, donc tu peux tester un peu plus. Et après, il y a ce côté aussi, je pense que c'est con, mais rémunération. Où plus tu fais de volume, plus tu peux avoir de l'argent. Du coup, ce qui a poussé beaucoup de créateurs à produire énormément, même des trucs qui sont très peu quali. Et alors que sur Insta, on va quand même réfléchir, on va se dire, ça vaut peut-être pas le coup.
Ouais, Et, et puis culturellement, je trouve que Instagram, C'est une culture différente c'est de beaucoup base. plus Sur l'image, esthétique, ouais. tu vois, on est vraiment sur de l'image. Mais je trouve qu'il y a quand même, en tout cas, et peut-être pas sur tout, hein, mais une influence de TikTok sur les créateurs et donc qui ressurgit sur tout le reste parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui, quand ils ont un ou deux formats qui percent sur TikTok, ils vont aussi les mettre sur Insta ou inversement pour d'autres. Et donc, c'est sûr qu'il y a des codes, il y a une culture différente de base, mais j'ai le sentiment et que ça se nivelle un peu, tout le monde se nivelle un peu. Et quand je dis ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour les marques parce que globalement, les codes TikTok, c'est quand même moins léché, C'est des bons codes. c'est beaucoup plus authentique, c'est plus brut. Donc la barrière à l'entrée, Plus faible. elle est plus faible. En tout cas, elle se situe pas sur la production. Tu vois, elle est vraiment plus sur l'édito, quoi. Exactement. Et par contre, beaucoup moins commercial. Tu vois, par exemple, sur un Insta, Ouais. on est habitué à avoir du côté publicitaire. Alors que sur TikTok, dès que tu as le moindre Ouais. niveau de publicité, les gens passent à autre chose parce qu'ils ont moins d'attachement. Et comme tu le disais, on a des audiences qui sont beaucoup plus volatiles Ouais. dans leur consommation, qu'on le swipe très Mmh. facile. Donc il y a un sujet autour de l'éditorialisation et de l'écriture, plus que sur la production, je pense. Mais Par contre, moi, ça m'a donné envie. Hein. Quand j'ai vu la conf, j'étais un peu en ballottage. Je me disais, bon, TikTok, ils vont laisser un peu la tambouille au niveau international et on va voir, le truc va ruisseler en France. Mais Tu testes pendant tes vacances là ? ouais, je pense. Allez. Ouais, je pense qu'il Sympa. va y avoir du Suivez contenu. Benjamin Roland sur TikTok. non, il va encore il y trouver aura un un autre nom, compte, il y aura un autre Il y aura un autre compte. Il y aura un autre compte. Ok. Tu sais comment il est à chaque fois qu'il y a un il Oui, recommence oui. à zéro. C'est Ah, très cache. Non, ces vacances, c'est repos. Mais Il par m'a contre, regardé son nez. mais par contre, du coup, je trouvais ça hyper cool de se dire que quand tu vas à ce genre d'événements, etc., que tu sens qu'en interne, ils sont motivés, qu'ils veulent tester des trucs, etc., je trouvais qu'il y avait un peu ce côté... Je pense qu'on va être étonné par TikTok. Je pense que TikTok va faire des trucs assez fous et des choix que les autres réseaux ne feront jamais. Ouais. Et je pense que pour les marques et pour les créateurs, ça va rester, je pense, une plateforme qui va être Et après, hyper sollicitée. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, à aucun moment ils ont mentionné le contexte politique. Mm. Ça, C'est c'est-à-dire tous les sujets avec les États-Unis et tout, ils en ont pas parlé. Et je sais pas si c'est pour faire bonne figure ou si c'est parce qu'ils se disent peu importe ce qu'il arrive, on continuera On peut d'avancer. pas y Tu faire vois. grand chose. Mais tu sens, moi ça m'a pas donné le sentiment qu'ils étaient très déstabilisés par ce qui est en train de se passer et ils ont leur roadmap, ils savent où ils vont et ils avancent. C'est assez serein. Ouais. Et par contre, c'était assez marrant parce que peut-être aparté là-dessus, mais je trouvais que quand ils racontaient leur histoire, leur fonctionnement, etc., ils ont complètement oublié de leur point d'histoire la partie Musical.ly. Je trouve qu'aujourd'hui, elle n'existe plus du tout, etc. Et parce qu'ils ont commencé en faisant un storytelling sur un algorithme d'un mec qui faisait la recommandation pour les billets de train, pour rechercher les trucs, etc. Et je trouvais que leur façon d'amener était hyper intéressante. Ça donnait J'avais donné le prénom du fondateur de ByteDance, mais j'avais évité. et je trouvais le truc hyper smart comment ils l'amenaient. Et en fait, ils ont omis ou ils ont fait exprès de ne pas parler de Musical.ly. Et je trouve qu'il y a un peu ce tournant de ok, on est mature. Là, le truc, ce qu'on faisait à l'époque, on ne veut plus être rattaché à ça. Et tous les contenus, et je regardais un peu les créateurs, parce que du coup, il y a la France a partagé du coup 2 créateurs de contenu food qui sont intéressants et je pense qu'ils donnaient un peu le ton là de ça. C'est The Way We Want, donc du coup 2 personnes qui font des recettes. Et sinon, du coup, il y avait IPX, du coup, qui s'invite. Je crois que c'était Monsieur Thomas Hoff, le troisième. Non, un peu le gagnant des TikTok Awards de cette année aussi. Du coup, et sinon, créatrice, c'est Lalou. Lalou, super créatrice. Ouais, intéressant. Donc en fait, on voit un peu, et ça, c'est un truc intéressant aussi qu'on pourrait creuser, du coup, les gagnants des TikTok Awards, parce que c'est aussi. On pourrait faire une review. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais en tout cas, TikTok, des belles choses à aller faire encore sur la plateforme. Pour les marques qui étaient frileuses, allez-y, parce que là, je pense que vu ce qu'ils mettent en place, ça va durer. Ouais. Ciao. Ciao.